Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 1er octobre 2021. À la une de l'actualité, reprise des arrestations intempestives des cambistes au centre-ville de Bujumbura. Ils sont accusés d'être derrière la pénurie de devises. Au sommaire également, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH brise son silence et condamne les attaques à la grenade qui endeuillent les familles depuis plusieurs jours. Dans un communiqué sorti ce vendredi, cette commission demande aux politiques burundais d'éviter à tout prix la violence. Au sommaire des nouvelles de ce vendredi, c'est aussi le lauréat des humanités qui passeront désormais 2 ans de service patriotique et une formation militaire avant de poursuivre leurs études ou d'embrasser toute autre carrière, a déclaré le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Et puis le 1er octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux personnes âgées. Dans cette édition, vous saurez les grands défis auxquels font face les personnes âgées qui sont au Burundi et ceux réfugiés dans le camp de Nduta en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page de sécurité. Les arrestations intempestives des cambistes ont repris au centre-ville de Bujumbura ces derniers temps. Ils sont accusés d'être derrière la pénurie de devises. Les changeurs demandent plutôt à la Banque centrale de Bujumbura de revoir sa mesure de fermeture des bureaux de change, surtout que les devises ne cessent de manquer depuis cette mesure. Le point avec Josiane Mouzaniz. Les cambistes les plus visés sont ceux qui travaillent au marché noir dit chez Ndamama et ceux qui prestent à la cafétéria face à face. Ceux qui sont arrêtés sont conduits au commissariat de la police municipale et ne sont libérés qu'après paiement d'un pot de vin. Les changeurs contactés disent qu'une trentaine d'entre eux ont été appréhendés dans les 2 dernières semaines. Ils disent qu'ils sont accusés de transgresser la mesure de la Banque centrale qui interdit tout travail de change en dehors des banques commerciales, mais aussi d'être derrière la pénurie des devises. C'est au moment où les devises se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, un dollar se change à 3580 francs burundais, tandis qu'un euro se change à 4150 francs pour l'euro, que ce soit au marché noir ou dans les banques commerciales. Il est de plus en plus impossible à trouver. Depuis le mois de février de l'année dernière, la Banque de la République du Burundi a fermé tous les bureaux de change qu'elle accuse de ne pas respecter les taux officiels de change. Mais depuis cette décision, les devises n'ont cessé de manquer, d'où les cambistes réclament plutôt la réouverture des maisons de change, puisqu'ils estiment qu'ils contribuent à l'économie du pays. Honorable Fabien Banchiganino Kifi, député de la coalition Amizero Yabarundi en province Bubanza, est libre depuis ce vendredi 1er octobre 2021. Honorable Fabien Banchiganino avait été arrêté par la police pendant qu'il animait une conférence de presse à son domicile le 2 octobre 2020. Les 7 chefs d'accusation qui ont été prononcés par l'officier de police judiciaire et qui ont été à l'origine de sa détention ont été modifiés à maintes reprises en fonction des intérêts des commanditaires de son arrestation. Fabien Banchiganino est libéré après avoir purgé sa peine d'1 année de détention ferme. Après cette courte pause, nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH brise son silence et condamne les attaques à la grenade qui endeuillent les familles depuis plusieurs jours. Dans un communiqué sorti ce vendredi, la CNDH demande aux politiques burundais d'éviter à tout prix la violence pour quelque raison que ce soit. Je vous propose d'écouter Sexevigny Nimuraba, il est président de la CNDH. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, condamne sans réserve les actes terroristes à l'aide des grenades et des fusils dans les quartiers de la mairie de Bujumbura et ses environs, notamment à Ruziba, Kamenge, Charama et Gatumba, ainsi que les embuscades tendues sur les voies publiques dans la commune Mugamba ou ailleurs. L'objectif de ces malfaiteurs est de perturber la quiétude des populations innocentes au moment où la paix et la sécurité règnent partout dans le pays. La Commission exprime
ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et sa solidarité avec tous les rescapés qui poursuivent leur traitement dans les unités de soins de santé. La CNIDH encourage le gouvernement du Burundi à poursuivre les enquêtes déjà entamées sur ces actes terroristes afin que les auteurs et leurs complices soient totalement identifiés et traduits devant la justice. La CNIDH demande aux forces de défense et de sécurité de renforcer les mesures de sécurité collective de la population burundaise et d'utiliser tous les moyens possibles permettant de prévenir, anticiper et répondre efficacement à ce genre de crime en recourant au maximum possible à la coopération sous-régionale et si nécessaire à la doctrine de la défense préventive. La CNIDH exhorte les responsables politiques et tous ceux qui auraient des prétentions à faire valoir de faire preuve de responsabilité dans leurs revendications et de s'abstenir de tout recours à la violence et surtout tout discours belliqueux, attitude, comportement, action ou omission de nature à encourager, provoquer ou donner lieu à des actes odieux. C'était Successegini Murava, président de la CNDH. La fondatrice de la Maison Shalom au Burundi, Marguerite Barangitse, peut faire des démarches judiciaires à l'international, comme par exemple auprès des instances sous-régionales. Propos de maître Janvier Bigirimana, après que Marguerite Barangitse ait indiqué ce jeudi avoir opté pour une démarche judiciaire à l'international contre ceux qui l'ont accusé de soutenir les perturbateurs de la sécurité au Burundi. Selon maître Janvier Bigirimana, il faut que cette démarche de Marguerite Barangitse soit une source d'inspiration pour tous les Burundais, afin qu'ils sachent que même si la justice burundaise ne les rétablit dans leurs droits, ils peuvent obtenir gain de cause auprès des juridictions internationales. Suivez maître Janvier Bigirimana. Le fait qu'il va saisir la justice internationale, nous pensons que c'est un très bon choix, parce que non seulement il ne pourrait pas saisir la justice burundaise qui est en train d'utiliser pour l'accuser de manière non fondée, mais aussi d'un autre côté, la justice burundaise travaille sous le joug de l'exécutif burundais, elle n'est pas indépendante, il serait inutile de penser à saisir cette justice dans le cas des violations qui sont commises contre des citoyens burundais. Une autre chose qu'il faut souligner, c'est que lorsque on est même réfugié, lorsqu'on est en dehors du Burundi, il est toujours possible de saisir la justice internationale contre l'État du Burundi, notamment pour des faits qui lui sont imputables et pour lesquels certains mécanismes judiciaires régionaux et internationaux sont compétents. Nous ne pouvons pas savoir pour l'instant quel est le mécanisme judiciaire qu'elle va effectivement saisir, mais en collaboration avec des avocats ou des juristes, elle pourra bien déterminer lequel des mécanismes existants elle pourra saisir. Nous pensons que c'est quelque chose à encourager. Nous demandons aux autres citoyens burundais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du Burundi, et chaque fois que des violations graves ou des imputations dommageables sont adressées à l'encontre de façon illégale, nous pensons qu'il est toujours possible de saisir des mécanismes extranationaux, étant entendu que les mécanismes nationaux sont incapables de pouvoir rendre la justice, de pouvoir protéger les droits et libertés des citoyens au Burundi dans le contexte de répression qui prévaut au Burundi. En page politique, les élèves qui terminent les humanités passeront désormais 2 ans de service patriotique volontaire et une formation militaire avant de poursuivre les études ou d'embrasser toute autre carrière. Déclaration du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, qui précise que cette décision est l'une parmi tant d'autres dégagées dans un des versets bibliques qu'ils ont passé des jours à étudier. Révérien Ndikurio d'ajouter qu'au sein du parti CNDD-FDD, les stratégies de mise en œuvre ont déjà été élaborées. Suivez. Parmi les mesures que nous avons arrêtées figure l'instauration d'un service patriotique volontaire de 2 ans pour tous les lauréats des humanités. Cela inclura également la formation militaire. Ils vont apprendre à défendre leur patrie et à être de vrais patriotes, puis ils pourront se disperser dans les activités de leur choix. Même la Bible nous enseigne à défendre notre pays. Nous avons tout planifié au niveau du parti et il ne nous reste que l'aval du ministère.
Après cela, nous avancerons avec ceux qui sont acquis à notre cause et les récalcitrants seront écartés. Un arbre qui ne porte pas de fruits doit être déraciné. Imaginez-vous une entreprise qui passe 40 ans sans générer d'intérêt. Des privés au moins enregistrent des bénéfices, mais les entreprises étatiques sont stériles. Je vous donnerai l'exemple de l'Utracom qui a donné naissance à la FOMI, et de la FOMI est née la société de fabrication des sacs. De cette société à la banque jusqu'à l'usine de fabrication du ciment, en passant par les assurances, comment expliquez-vous que toute cette chaîne ne peut rien faire gagner au pays, et ce malgré les innombrables conseils d'administration qu'ont toutes ces entreprises? Je vous le dis et vous le répète, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. La gestion de la pandémie de Covid-19 au Burundi est un des critères qui prouve que le régime en place est doué de garantir le respect des droits humains au Burundi. C'est du moins l'analyse faite par Eugène Ndolera, ancien ministre des droits de l'homme. Pour lui, le Burundi est encore doué d'être en état de droit. Suivez plutôt Eugène Ndolera, ancien ministre des droits de l'homme au Burundi. Je pense que la situation reste préoccupante, même s'il y a des petits progrès qui sont constatés ici et là. Il y a quand même des raisons fondamentales qui montrent que la situation reste fondamentalement la même. J'en veux pour preuve quelques points qui devraient servir de repère pour un peu tout le monde. La première chose, c'est la volonté politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de faire que les droits de l'homme soient respectés? Et par rapport à cette volonté politique, il y a parfois, par exemple, des dossiers très simples où s'il y a un minimum de volonté, les décisions peuvent être prises de manière vraiment très rapide. Je reviens tout le temps sur la question, par exemple, des successions où il y a encore une discrimination entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, en 2021, c'est inacceptable. La question de l'indépendance de la magistrature. Aujourd'hui, plus qu'hier, la question de la justice qui est instrumentalisée et manipulée par l'exécutif, elle atteint des proportions extrêmement graves. Si on n'a pas une justice indépendante, impartiale, on ne peut aller nulle part. Deuxième critère très facile, est-ce que les institutions fonctionnent normalement? Est-ce qu'il n'y a pas des institutions qui se mêlent aux autres institutions? Pas des institutions, mais des corps. Quand on a des groupes armés ou des jeunes comme les Imbonerakure qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils font, c'est inconcevable. Le jour où ils vont être réduits au silence par rapport aux violations qu'ils commettent au quotidien, là on dira qu'il y a vraiment une évolution significative. La troisième chose, c'est la question des arrestations arbitraires qui continuent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en prison? Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier très facilement. Je peux donner encore d'autres exemples, mais un autre exemple qui me tient à cœur, peut-être que je vais terminer par celui-là, c'est qu'est-ce que fait le gouvernement pour protéger les citoyens burundais par rapport aux questions de droit de la santé. Et là, je parle de manière spécifique à la question du Covid, qui a créé à gauche à droite des hécatombes en termes de vies humaines. Et l'obligation de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Et la manière de le faire, on le sait. Mais jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il doit prendre pour pouvoir protéger les citoyens contre la Covid et empêcher que des citoyens meurent à cause d'une pandémie qu'on peut essayer de limiter les dégâts en prenant certaines mesures, et ça aussi c'est une question de volonté politique. L'ancien ministre burundais en charge des droits de l'homme, qui fait également représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme dans différents pays, sera l'invité de ce journal. Il reviendra sur la gestion de la crise burundaise des droits de l'homme par la communauté internationale et sur les voies de sortie. Après cette courte pause, nous parlons réfugiés. L'Organisation internationale de la migration, en collaboration avec le Bureau américain de la population, promet d'accorder des logements, des terres et d'autres besoins aux Burundais rapatriés. C'est dans le but de les aider à se réintégrer dans la société. Le détail avec Francine Mahor. Ce projet de l'Organisation internationale de migration sera en grande partie basé sur l'octroi des terres, des logements, de l'un de même que d'autres éléments de les rapatriés ont besoin pour se réintégrer dans la communauté burundaise. L'OIM collaborera étroitement avec le Bureau américain de la population après avoir constaté qu'au Burundi, le travail de la terre représente la principale source de revenus et de création de moyens de subsistance
subsistance, vu que posséder de la terre donne à un individu et à sa famille une stabilité et un sentiment d'appartenance au sein de sa communauté. C'est pour cette raison que l'Organisation internationale de migration, dans son projet, priorisait l'octroi des terres cultivables aux rapatriés, de même que des abris dans le but de les aider à mieux se réintégrer dans la communauté. L'OMS fait savoir que l'année 2021 a vu se rapatrier beaucoup de réfugiés, un rapatriement qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. En effet, suite aux accords tripartites entre le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda, 140 000 réfugiés devraient rentrer cette année. Parmi eux, 40 000 proviennent du Rwanda. C'est donc suite à cet effectif élevé des rapatriés que l'OIM a mis en place ce projet d'aider les rapatriés à les octroyant des terres, les outils pour la construction de leurs maisons, l'eau ainsi que d'autres matériels pour l'hygiène, en fait de les aider à se sentir au même pied d'égalité que ceux qui n'ont pas quitté le pays. Ce projet sera financé par le Bureau américain de la population. C'est le Vijaya Suri, chef de mission de l'OIM. D'autres les projets ont été très productifs et bénéfiques dans les années antérieures. Ici, l'OIM donne l'exemple de certaines familles qui ont eu des terres avec des certificats fonciers dans les provinces Muyinga, Ruyigi et Changuzo. Le chef de mission de l'OIM indique encore l'OIM continuera à travailler avec le gouvernement burundais pour aborder les problèmes liés à l'accès à la terre et à d'autres défis pour s'assurer que, de retour, les rapatriés se sont bien intégrés dans les communautés. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Le 1er octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux personnes âgées. Les personnes âgées au Burundi disent faire face à plusieurs défis dans leur vie quotidienne. C'est entre autres le problème d'alimentation. Ils sollicitent le soutien du gouvernement et d'autres bienfaiteurs qui le peuvent. Certains d'entre eux se sont entretenus avec la RPA. Moi, j'approche 90 ans. Je suis née en 1933. J'ai dit on vivait de l'agriculture. On cultivait des cultures vivrières et on pouvait manger sans problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de terres cultivables. Tout ce que je peux demander, c'est la carte d'assurance maladie. Je n'ai plus la force de travailler pour gagner l'argent. Je traverse une extrême pauvreté. Même si j'ai quelques lopins de terre, je n'ai personne pour m'aider. Moi, j'approche 73 ans. Je suis veuve depuis très longtemps. Mon mari est mort alors qu'on avait 6 enfants, toutes des filles. Elles sont aussi pauvres. Vraiment, on n'a rien. Je n'ai même plus d'habits. Je pouvais m'en acheter lorsque j'avais encore la force de faire des tâches. On nous appelle des sages. J'ai 78 ans. Je suis né en 1943. On nous appelle des sages. J'ai 78 ans. Je suis né en 1943. On est supposé vivre de l'agriculture, mais on n'a plus la force. Même ma femme ne peut plus. Elle, c'est d'ailleurs pire. Nous avons de sérieux problèmes. Il arrive que l'on ne trouve pas à manger, ou alors on manque de l'eau à boire. Qu'est-ce que l'on peut alors faire si on n'a pas quelqu'un pour nous aider? Nous demanderions au gouvernement et à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir nous aider dans nos problèmes quotidiens. Quelqu'un pour nous aider. Nous demanderions au gouvernement et à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir nous aider dans nos problèmes quotidiens. Cette journée mondiale dédiée aux personnes âgées arrive au moment où ces réfugiés au camp de Nduta en Tanzanie font face à divers problèmes, notamment celui lié au détournement des aides qui leur étaient destinées et le manque de bois de chauffage. Reportage signé Eric Nyozima. Les personnes âgées qui vivent au camp des réfugiés burundais de Nduta font savoir que souvent leur assistance est détournée. Selon eux, le peu qui leur parviennent est insuffisant vu leurs conditions. Ici, au camp de Nduta, les personnes âgées reçoivent leur aide, même si parfois elle vient à compte-gouttes. Un jour, on a amené des matelas, mais tout le monde n'a pas pu en bénéficier, d'où certains
certains se sont lamentés comme quoi ça a été détourné. Concernant la nourriture, ils reçoivent tous la même qualité et quantité. C'est la même chose pour les habits. Exception faite des jours de fête où ces personnes âgées reçoivent des pagnes. L'autre problème évoqué par ces Burundais est lié au manque de bois de chauffage. Une source de la RPA dans son cas parlait des dangers auxquels ils font face une fois sortis à la recherche du bois de chauffage. Concernant le bois de chauffage, ils reçoivent un petit morceau, une distribution qui se fait une fois les 2 mois. C'est pourquoi ils sont obligés de sortir du camp pour aller chercher du bois de chauffage. Et souvent, ils sont malmenés, les plus vulnérables étant les femmes qui se font abuser sexuellement. Ce n'est vraiment pas facile pour ces personnes âgées qui ont du mal à surmonter ça. Les personnes âgées du camp d'Oduta demandent au HCR de les réserver un soutien particulier car elles ne sont plus à mesure d'exercer des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Au Burundi, la journée internationale des personnes âgées a été célébrée à la paroisse Christ-Roi dans la province de Gitega. Dans son allocution, Imelda Sauchimike, ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, a déclaré que le gouvernement envisage de renforcer son soutien aux personnes âgées en ce qui concerne leur prise en charge et leur sécurité sociale. Suivez Imelda Sauchimike, ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. kugiranira amasezerano n'ibigo cyangwa amashyirahamwe yitaho abageze mu zabukuru. Nous avons signé des partenariats avec des centres ou des associations qui soutiennent les personnes âgées. Cela nous permet de leur donner chaque année notre part de contribution, y compris la couverture de leurs dépenses en eau et électricité, ainsi que leur faire parvenir les aides extérieures sans condition. Nous rendons visite à ces centres et nous les fournissons des vivres et d'autres biens de première nécessité. Il s'agit également d'assurer la gratuité des soins de santé aux personnes âgées les plus vulnérables, la mise en œuvre de la politique nationale, des projets et des lois de protection de sécurité sociale de la population, ainsi que la mise en place d'un fonds alloué à ces fins. Guteganyiriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru baba abahoze ari abakozi ba leta naho tugonda bitari bike leta ikorera abageze mu zabukuru. Même si je viens de parler des projets déjà entrepris par le gouvernement pour soutenir les personnes âgées, nul ne peut ignorer que beaucoup d'entre elles font encore face à de nombreux défis en ce qui est des besoins de la vie courante. Certaines d'entre elles s'adonnent toujours à la mendicité. Nous réitérons notre engagement à continuer de faire de notre mieux afin d'apporter du bonheur aux personnes âgées et pour qu'ils comprennent que la vieillesse est un cadeau du ciel et non une malédiction. Les cérémonies de cette journée ont été rehaussées par la présence du vice-président de la République, l'archevêque du diocèse de Gitega, ainsi que le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi. Comme promis, place maintenant à l'invité du journal. L'ancien ministre des Droits de l'Homme va nous parler de la gestion de la crise burundaise par la communauté internationale ainsi que des voies de sortie. Et Jean Nindoléa était au micro de notre concert, Josiane Mouzanese. Depuis le déclenchement de la crise de 2005 liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, la communauté internationale a pris des tas de mesures, voire des sanctions contre le Burundi, afin d'aider à résoudre cette crise des droits de l'homme. 6 ans après, trouvez-vous l'action de la communauté internationale efficace? Quelle est votre appréciation? La question des droits de l'homme, c'est essentiellement entre l'État
et ses citoyens. C'est fondamentalement des relations entre ces deux acteurs principaux. L'État qui a des obligations et les citoyens qui peuvent aussi essayer d'être un peu plus durs dans la revendication de leurs droits. Et ça, je crois que c'est important. La communauté internationale vient appuyer, vient mettre la pression, vient faire certaines choses qui peuvent contraindre l'État à agir ou qui peuvent aider les populations ou les organisations de la société civile à faire entendre leur voix. Donc je pense que c'est important. Il y a des actions qui sont plus positives que d'autres, il y a des périodes où ils sont plus actifs que d'autres. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un certain ralentissement par rapport à cette action de la communauté internationale. Il faut le constater, ce n'est pas la fin du monde et il faut savoir que cette situation peut changer et il suffit tout simplement de donner les faits. L'État, de toute façon, continuera à écouter la communauté internationale d'une certaine manière, mais il faut qu'on continue à mettre les faits sur la table pour amener l'État à prendre ses responsabilités par rapport aux violations qui sont mises sur la table. Oui, alors pourquoi selon vous ce ralentissement alors que la situation reste au fond la même? La réalité dans les relations internationales est souvent basée sur des rapports de force et sur aussi un contexte politique. Donc il faut faire une analyse du contexte politique pour comprendre pourquoi est-ce que il y a telle évolution au sein de la communauté internationale. Ce n'est pas toujours des explications qui sont vraiment saines, mais dans tous les cas, pour moi, ce qui est important, c'est que les Burundais sachent quelle est la situation des droits de l'homme. On dise clairement quels sont les problèmes et voir comment est-ce que le gouvernement est en train d'apporter des réponses à ces problèmes. Il faut aussi que les acteurs nationaux, tels que la Commission nationale des droits de l'homme, indépendante, et d'autres acteurs jouent aussi leur rôle pour mettre l'État devant ses responsabilités. Au niveau de la communauté internationale, il existe encore des canaux qu'on peut utiliser pour amener la communauté internationale à agir. Et si jamais la situation se détériore, eh bien, certaines situations au niveau des décisions de la communauté internationale pourront changer. Mais je pense que la priorité des priorités, c'est ce que les Burundais font et pensent de la situation des droits de l'homme au Burundi. Une autre question, Monsieur Eugène Mindolera. Aujourd'hui, aucun signe ne montre que la situation pourrait changer. Est-ce que si elle reste comme elle est depuis 2015, comment voyez-vous le Burundi d'ici 2 ou 3 ans? Il faut espérer que ça va changer et il faut essayer de créer les conditions pour qu'il y ait ce changement. Par exemple, un des éléments essentiels de l'accord d'Arusha, c'était quoi? C'est que ceux qui avaient des points de vue contraires se retrouvaient autour d'une table et parlaient de ces problèmes et essayaient de trouver des solutions. Donc le dialogue fait partie des indicateurs d'une bonne gouvernance. S'il n'y a pas de dialogue, c'est déjà qu'on est à côté de la plaque, si je peux me permettre cette expression. C'est que là, on n'est pas en train d'aller vers une bonne gouvernance. Ce qui fait que ces questions-là, on doit pouvoir en discuter. Et je crois que ceux qui souhaitent qu'il y ait un dialogue, ceux qui souhaitent que les problèmes soient réglés, ce n'est pas une question de parti politique, CNDD au pouvoir, l'opposition, etc. Il y a plein de gens qui sont au CNDD, FDD, qui ne se retrouvent pas dans ce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire aujourd'hui. Et hier, c'était la même chose. Mais en réalité, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut un pays où les droits de l'homme sont respectés? Oui. Est-ce qu'on veut un pays où il y a un état de droit? Oui. Et si on répond oui à ces deux questions, est-ce qu'on veut un pays qui soit bien gouverné en mettant en place certains critères? Et si la réponse est oui, la question c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers ce que nous souhaitons. Et à mon avis, chacun peut faire quelque chose là où il se trouve. Et après, on se rendra compte que ce que certains réclament appartenant à X parti ou d'autres réclament appartenant à un autre parti, eh bien finalement, on sera en train de mener des actions qui convergent dans la même direction. Que ce dialogue ait lieu, qu'on stoppe les violations des droits de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une espèce de rassemblement de tous ceux qui veulent un changement réel. Mais parfois quand vous parlez de rassemblement ou de coalition, ça devient un peu trop politique et les gens y voient des menaces, ils y voient une manipulation politique et parfois ils se cabrent. Mais en réalité, je crois qu'il faut tout simplement qu'on mette la pression sur les autorités publiques pour qu'elles fassent ce qu'elles sont censées faire. Quand vous lisez la constitution burundaise, le programme de gouvernement, il y a plein de choses qui sont dans la Constitution. Donc faire en sorte que le gouvernement respecte la Constitution. C'est le premier devoir d'un État. La respecter soi-même et la faire respecter. Et aujourd'hui, si on analyse bien la Constitution, on verra qu'il y a beaucoup de manquements
Et par rapport à ces manquements, il faut justement essayer de dire au gouvernement, là vous devez vous corriger, là ce que vous faites ce n'est pas conforme à la Constitution. Qu'est-ce qui a manqué jusque-là? C'est parfois une approche qui est très différente. Parfois, c'est un manque de courage aussi, parce que quelque part, quand vous vous opposez à un État, surtout qu'un État qui ne respecte pas le droit, qui est violent et où il y a une grande impunité, il est évident que contredire cet État, c'est parfois prendre des risques qui sont importants. Donc par rapport à cette prise de risque, il faut que les gens s'organisent pour ne pas agir comme des individus, mais pour agir dans le cadre d'organisation pour que les gens qui portent ces messages ne soient pas des individus qu'on peut écraser du jour au lendemain, mais que ce soit quand même des gens mieux structurés, où si jamais une personne est écartée, il y en aura une autre qui relaiera le même message et les revendications vont continuer. Parce que c'est ça en fait l'organisation d'une société. Je crois que nous sommes tous des Burundais, nous avons tous un rôle à jouer. Et il n'est pas question qu'un petit groupe impose son diktat à la majorité de la population. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimaguizé. Je vous souhaite un beau début de week-end.